Bonjour tout le monde et bienvenue à cette vidéo qui présente le test de l'AP Plateau. Ce vidéo-là fait suite directement aux vidéos sur la mécanique respiratoire, on s'était laissé sur un exemple qu'on n'avait pas pu terminer. Petit rappel pour toute la mécanique respiratoire, donc ça va rester vrai dans cette vidéo-là, toutes les pressions sont relatives et les pressions sont toujours en centimètres d'eau. Et on n'inscrira pas l'unité non plus. Revoici l'exemple sur lequel on s'était laissé. Un patient est ventilé en volumétrique, donc en mode volumétrique, avec un volume inspiratoire de 800 ml et un débit de 640 ml par seconde. Ça fait un temps inspiratoire de 1,25 secondes. Le ventilateur doit fournir une pression de 16,5 et là on aimerait connaître la compliance et la résistance de ce patient-là. En passant ici, ces trois variables-là sont redondantes entre elles dans le sens qu'on a juste besoin de connaître deux de ces trois variables-là. Pour être sûr qu'il n'y a pas d'erreur qui est commise, c'est-à-dire qu'on ne met pas une variable qui n'est pas compatible avec les deux autres, parce qu'on se rappelle, le débit, ça se trouve être le volume divisé par le temps. Certains modèles de ventilateurs vont vous demander de baliser vont toujours vous demander de baliser deux de ces trois variables-là. Là, je ne pourrais pas vous dire quel modèle fait quoi, mais je sais que pour certains modèles, on balise le volume et le temps inspiratoire et le débit est la conséquence. Pour un autre, il me semble qu'on balise le volume et le débit. Et selon ces deux variables-là, ben, ça fixe un temps inspiratoire. Mais juste pour vous dire que, en fait, si on connaît deux de ces variables-là, on connaît forcément la troisième. Donc, on sait que le ventilateur doit fournir une pression de 16,5 pour inspirer, mais ça, le ventilateur doit fournir une pression pour vaincre les résistances et en même temps être capable d'étirer le poumon. Donc, il y a les deux pressions à tenir en compte. Et nous, notre problème pour connaître les résistances et la compliance, c'est on a besoin d'avoir indépendamment la pression résistive et la pression élastique. Schématiquement, ce qui se passe ici, c'est qu'on sait que la pression transrespiratoire est 16,5, mais on n'est pas capable de venir chercher indépendamment ces deux pressions-là ici. Et on en a besoin parce que c'est avec la pression résistive, entre autres, qu'on va trouver la résistance et les pressions élastiques qu'on va venir déterminer la compliance. Le truc pour mesurer la compliance et la résistance, on ventile une expiration complète et on coupe le débit. On coupe le débit, mais on maintient le volume inspiré. Donc, c'est-à-dire qu'on attend avant de déclencher l'expiration. L'utilité de ça ici, c'est qu'en coupant le débit, Q tombe à 0 et la pression résistive va forcément devenir nulle. Parce que les résistances, c'est ça, la pression induite par les résistances dépend du débit qu'on envoie. Et donc, à ce moment-là, c'est forcément, si vous coupez le débit dans la ventilation, vous allez faire baisser la pression parce que vous aurez pu abattre de résistance. Mieux que ça encore, ça veut dire que la pression résistive devient 0. Et à ce moment-là, la pression transinspiratoire, ça équivaut à la pression que le ventilateur a besoin de fournir, est égale à directement la pression élastique ici. Donc, ça veut dire que dans notre cas, étant donné que sans débit, on a 12,5, mais avec le débit, on a 16,5, 12,5, ça va correspondre à la pression élastique. Et l'écart entre ces deux choses-là devient la pression résistive qu'on avait de plus avant, quand on avait du débit. Et donc, la pression résistive devient 4. Donc, en coupant le débit comme ça, on vient enlever la part des résistances, on vient couper la pression de résistance, et donc ça nous permet d'obtenir directement la pression élastique, et l'écart de quand on a du débit et quand on n'en a pas, c'est directement la pression des résistances. Le test, quand vous allez effectuer le test sur les patients, en passant, je vous l'avais écrit dans une acétate précédente, c'est pas un mode ventilatoire, on ventile pas un patient dans ce mode-là. Il y a peut-être des exceptions, mais a priori, c'est pas pour ventiler, c'est pour poser le diagnostic, justement, pour être capable de mesurer les résistances et les compliances. Donc, quand vous allez faire ce test-là en mode volumétrique, vous allez regarder le graphique de pression, il va vous donner quelque chose comme ça, c'est-à-dire que vous avez la pression qui augmente au début, surtout à cause de la compliance, c'est-à-dire plus qu'on inspire, plus qu'on rajoute du volume, plus que le poumon a besoin d'une grande pression, c'est la définition même de la compliance. Et ensuite, quand vous coupez le débit, vous venez enlever la pression de résistance ici. Et vous maintenez ça pendant, ici je donnais que c'est maintenu pendant 1 seconde. Donc, de 0 à 1,25, c'était le temps inspiratoire. Puis ici, de 1,25 à 2,25, c'est donc le plateau qui est créé là, qui est la pression qu'on a à maintenir pour garder le poumon gonflé, donc la pression élastique, mais sans les résistances. Si on rajoute ça sur le schéma, donc on a la pression de crête qui est ici, la pression plateau
qu'on a créé en mettant une pause à la fin de l'inspiration, et la PEP, la pression expiratoire positive, qui va apparaître sur les ventilateurs, donc il va falloir tenir compte. La pression résistive, c'est donc ce qui a été coupé ici, entre la crête et la plateau. La pression élastique, c'est la pression, c'est la P plateau moins la PEP, mais c'est la P plateau dans le fond directement, parce que ça ici, c'est la pression qui est nécessaire juste pour maintenir le poumon gonflé. Il ne faut juste pas oublier d'enlever la PEP. Et dans le fond, la somme de ces deux-là, ça correspond à la pression totale transrespiratoire. Si je mets les chiffres de l'exemple que je vous ai donné, ben, on a 12,5 de pression élastique, 4 de pression résistive et le 16,5 qui était la pression que le ventilateur avait à fournir pour ventiler le patient selon les paramètres qu'on avait fixés. Voici maintenant comment la question aurait dû être formulée. Ça, c'est une bonne façon de la poser. Autrement dit, de la façon dont elle était posée au début, on ne pouvait juste pas y répondre, mais cette question-là, c'est la bonne façon d'y répondre. On fait le test de la P-plateau à un patient ventilé en volumétrique. On doit toujours être en volumétrique quand on fait ce test-là. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de connaître précisément les débits et le volume inspiratoire. Débit pour les résistances, volume pour la compliance. Donc, en volumétrique, avec un volume de 800 ml et un débit de 640 ml par seconde. En ajoutant une pause inspiratoire d'une seconde à la fin de l'inspiration, c'est le test de la P-plateau. Et là, ce test donne les résultats suivants. La PEP vaut 2, la P-crête vaut 18,5 et la P-plateau vaut 14,5. Déterminer résistance et compliance. Maintenant, on peut répondre à la question. Donc, sachant que la pression de résistance sur le schéma que j'ai montré précédemment, ben, c'est la pré-crête moins la P-plateau. Ici, on peut écrire que les résistances, donc, c'est pression divisée par le débit. Et la pression de résistance, c'est P-crête moins P-plateau. Ça fait ce calcul-là ici. Et quand on complète, ça donne 6,25 cm d'eau par litre par seconde. Généralement, la résistance, on l'exprime en cm d'eau par litre par seconde. C'est pour ça ici que le débit de 640 ml par seconde, je l'ai mis en litres par seconde pour avoir les unités typiques de la résistance. J'ai encore ça ici parce que dans vos notes, vous avez un tableau résumé pour tout ce qu'on peut obtenir comme résultat du test de la P-plateau. Vous pouvez inscrire cette relation-là ici dans une des cases. Pour la compliance maintenant, la compliance s'obtient à partir de la pression élastique. La pression élastique, c'est la P-plateau moins la PEP. Et la compliance, par définition, c'est le volume divisé par la pression. Et donc, le volume divisé par P-plateau moins PEP. Quand on fait le calcul, ça donne 64. Remarquez ici que j'ai inscrit compliance statique. Donc, autrement dit, je n'inscrivais pas ça avant. Et donc, je vais vous introduire une nouvelle variable. Encore là, je vous encode ça si vous voulez le noter. Mais une nouvelle variable qui va apparaître, la compliance dynamique. La compliance dynamique, ce n'est pas une vraie variable en ce sens que ça ne représente rien de physique dans le poumon. Mais en fait, on peut dire que c'est la compliance pulmonaire totale incluant les résistances. Donc, c'est-à-dire ça tient compte de la pression qu'il faut fournir, non pas seulement pour étirer le poumon, mais aussi pour battre les résistances. Donc, c'est pour ça qu'on parle de la compliance dynamique parce que ça tient en compte du mouvement de l'air. Et donc, c'est une compliance qui tient en compte de le volume qu'on peut gagner par unité de pression, mais considérant les pressions résistives aussi qu'on doit inclure dans une ventilation. C'est donc une variable un peu, ça peut nous aider des fois à poser des diagnostics, mais c'est une variable qui va être variable, je peux dire ça comme ça, dans le sens qu'elle va dépendre du débit inspiratoire. La compliance statique, c'est donc le volume divisé par la pression élastique, et la compliance dynamique, c'est donc le volume divisé par la pression totale transrespiratoire qui inclut les pressions de résistance. Quand on parle de compliance, généralement, si on ne précise pas ici statique ou dynamique, c'est pour ça que c'était fait comme ça depuis le début, quand on vous parle juste de la compliance, c'est la compliance statique qui est la vraie compliance des tissus pulmonaires. Ici, ça ne correspond pas, comme je disais, à quelque chose de tangible, ça n'a pas rapport avec un tissu, mais ça a vraiment juste rapport à une ventilation. Et donc, je me permets de compléter la question, de déterminer R, c'est statique et c'est dynamique. On a déjà fait R et C statique, mais pour la C dynamique, on fait juste travailler avec la pression transrespiratoire, qui est P-crête moins PEP. Et on fait le même calcul que tantôt, c'est juste qu'au lieu de prendre la pression strictement élastique, ici on prend la pression totale, et ça nous ferait 48,5. Petit vrai ou faux, chez un patient, la compliance dynamique sera toujours inférieure à la compliance statique. La réponse est vraie.
et je vous laisse vous convaincre de ça par vous-même d'après la définition de la compliance. Un petit indice, la compliance, ça représente la facilité qu'on a à gagner du volume par rapport à une certaine unité de pression. Mais dites-vous que dans la compliance dynamique, maintenant, la pression tient compte aussi des résistances. Merci.